Voilà, c'est parti, on peut commencer. Je m'appelle Victor Dagon, mais ce n'est pas mon nom d'origine. Mon nom d'origine était Victor Fishman. Fishman a déjà une consonance un peu germanique. Fishman, c'est en traduction littérale l'homme-poisson. Si ça avait été Fisherman, ce serait un pêcheur, mais c'est Fishman. Je suis né le 5 septembre 1929 à Varsovie, la capitale de la Pologne. Si tu fais le compte des années de mon âge, tu auras compris qu'il y a un peu plus d'un mois, j'ai fêté entre guillemets mon 91e anniversaire. Et nous habitions, je suis né à Varsovie, nous avons habité un temps à Varsovie, et ensuite, à cause de difficultés économiques à cette époque, en 1929, il y avait en Pologne une grave crise économique, et mon père, qui avait un frère en France, a décidé qu'il partirait en éclaireur pour voir si nous pourrions refaire notre vie en France. Et en 1937, nous avons demandé un passeport pour ma mère, mes trois sœurs et moi, et c'est de là que nous sommes partis de Varsovie à Paris en passant par Berlin. Franchement, comme je le dirais aux plus proches amis, que je ne m'étais pas senti rassuré. Il y avait dans la gare de Berlin du mouvement, des bruits auxquels je n'étais pas habitué, moi qui avais vécu pendant 4 ans dans une petite ville de Plaisance à côté de Varsovie. Il y avait les voix des ordres qui me semblaient si automatiques. Ces hommes au brassard à la croix gammée qui passaient entre les compartiments, c'était sans doute déjà après la nuit des cristaux, si tu connais cet événement, oui. Et donc, il y avait déjà une crainte au cœur. Nous avions un passeport polonais. Je pense que nous étions protégés par une loi, mais tout était en règle. Nous avons reçu le tampon de l'ambassade d'Allemagne à Varsovie. La deuxième année de mon séjour en France, j'ai reçu un prix d'honneur de l'école qui m'a été donné par le sénateur de la Haute-Vienne, parce que Limoges est situé dans le département de la Haute-Vienne, et avec un carnet dans lequel ce même sénateur m'avait offert 10 francs. En 1937, 10 francs, c'était une somme importante. C'était au moins comme 10 euros aujourd'hui. Mais pour un garçon de 8 ans, jusqu'en 1940, j'ai vécu comme n'importe quel enfant français. J'étais dans une école communale française et je vivais la vie de tous les enfants français. Je m'étais inscrit aux éclaireurs israélites de France, c'était les scouts israélites de religion israélite. Comme il n'y en avait pas beaucoup à Limoges, c'était un groupe qui avait été formé
par des Israélites, des jeunes, des enfants israélites de tout le département de la Haute-Vienne, alors que notre chef principal était Marcel Marceau. Tu as entendu parler de Marcel Marceau? C'était un mime de renommée internationale. Et je me souviens qu'il était venu un jour nous rendre visite, nous, les éclaireurs israélites de France, de la région de la Haute-Vienne, et notre premier cheftain nous a dit Marcel Marceau est un mime renommé. Il était déjà très bien connu à cette époque. Il avait beaucoup de talent. Bon, tout était normal jusqu'en 1942. Jusqu'en 1940, nous n'avons pas senti, malgré qu'il y ait eu déjà une zone occupée, nous sommes restés dans la zone dite libre, entre guillemets, libre. Je me souviens que j'ai été obligé de cesser mes activités de scout dans cet organisme de scouts israélite de France. Et un jour, nous recevons un ordre du gouverneur du département de Haute-Vienne de nous éjecter de notre appartement à Limoges pour passer dans un appartement qui nous a été attitré. On ne pouvait pas choisir notre habitation. Nous a été attitré dans un village, un petit bourg qui s'appelle Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat était à 30 km de Limoges, plus ou moins. Mais c'était un endroit où il était beaucoup plus facile de rafler parce que ma mère devait se présenter chaque semaine au commissariat de police pour prouver que nous étions toujours là. Et comme il y avait une coopération de plus en plus intime entre la France libre, entre guillemets, et les troupes d'occupation allemandes, nous nous sentions pas tout à fait en sécurité. Et là, j'entre dans le commencement, dans le début de ma tragédie personnelle. C'était en avril 1942. J'avais terminé l'école communale, passé mon brevet et j'étais entré un jour. Ma mère avait le droit, une fois par semaine, de se rendre en ville, à Limoges, pour acheter des denrées qu'on ne trouvait pas dans un petit village. Par exemple, des produits de couture, etc. Et ce jour-là, j'étais resté seul avec ma sœur. J'avais alors, c'était en 42, en avril 42, j'avais 13 ans à peu près, 13 ans et demi. Ma sœur en avait à peine 18. Et ma mère était partie à Limoges pour une journée avec l'autorisation de la police française.
vers 10 heures du matin, arrive chez nous un juif, un activiste juif, qui nous dit « Quittez l'appartement ». Tu m'entends bien? Quittez l'appartement. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura une rafle aujourd'hui à Saint-Léonard-de-Noblat. Parce que à Saint-Léonard-de-Noblat étaient venus aussi se réfugier plusieurs juifs de la France occupée. Ma sœur s'est mise à pleurer. Qu'allons-nous faire? Maman n'est pas à la maison. J'ai dit, Lydia, elle s'appelait Lydia. Elle s'appelait Lydia, elle n'est plus en vie, mais je vais te raconter sa tragédie à elle. Je lui ai dit, Lydia, viens, partons dans les bois. On pourra se cacher dans les bois. Personne ne viendra nous chercher dans les bois. Alors elle a dit, tu sais, Victor, je vais préparer à manger. Nous allons manger et après le manger, nous allons... Et là, je vois l'influence d'une destinée. Je finis de manger, elle me dit, Victor, nous habitions dans une impasse. Au bout de l'impasse, il y avait une grille qui s'ouvrait et se fermait par un portail. Et derrière la grille, il y avait un jardinet. Et comme j'étais enfant, je connaissais tous les coins. Après ce jardinier, il y avait le couloir d'un bloc de maison qui n'appartenait plus à l'impasse. Et de là, on pouvait se rendre dans une rue différente sans passer par les Allemands qui, entre-temps, je fais un break, je descends au jardin après avoir mangé, le portail se ferme pour moi et enfant de 13 ans, je m'amuse avec un papillon, avec une fleur. Et tout d'un coup, je lève la tête et je vois un soldat allemand braquer sa mitraillette sur moi et me regarder. Il m'a regardé, je suis resté comme un bloc de marbre figé. J'ai senti que tout mon sang descendait dans mes jambes et je n'avais pas la force même de bouger, tant ma peur a été grande. Je suis resté là. Il m'a observé. Il a vu que je n'étais pas typiquement juif. Je n'avais rien. Il a pensé que j'étais un enfant français. J'étais séparé par cette clôture métallique. Je devais être... Et il est revenu faire les 100 pas. Son rôle ayant été d'empêcher qui que ce soit de sortir de l'appartement où nous habitions. Moi, j'étais déjà hors de l'appartement, ma sœur y était restée. Lorsqu'elle a entendu les Allemands monter, elle s'est adressée à des voisins pour leur demander de l'aide. Personne n'a voulu l'aider et les Allemands l'ont pris. Pour faire la chose courte, elle a été déportée à Auschwitz et à Bergen-Belsen. Auschwitz d'abord, où elle a eu 2 fois le typhus. Ensuite, elle a fait la marche de 100 km de Auschwitz à Bergen-Belsen pour s'enfuir avec l'armée allemande de l'avancée des troupes soviétiques, des troupes russes. En cours de route, les chiens lui ont dévoré une partie de ses mollets. Les chiens l'ont mordu parce que les Allemands avaient donné l'ordre
de marcher vite et à Bergen-Belsen, qui avait été libéré alors par les troupes anglaises, une patrouille une patrouille anglaise de soldats anglais est entrée au cœur du camp de Bergen-Belsen, où il y avait des tas de morts jetés au centre. Et sur un de ces tas, un homme de la patrouille a vu qu'il y avait un corps qui palpitait encore, qui donnait des signes de vie. C'était celui de ma sœur. Ils l'ont emmené dans un hôpital provisoire, un hôpital une tente. Et elle a été soignée. Et je n'ai pas entendu parler d'elle pendant 2 ans. Parce que le soir de cette même journée, lorsque l'homme qui devait empêcher les gens de sortir de notre appartement, lorsqu'il s'était retourné, je n'ai fait qu'un saut pour traverser le jardin. J'ai couru par le couloir, au moins 5 kilomètres. C'était une course pour un enfant de 13 ans, de 5 kilomètres avec une vitesse qui a dû battre un championnat, pour aller chez des campagnards, chez des paysans d'origine polonaise, desquels ma mère m'avait dit que si nous étions en danger, que j'aille chez ces gens pour qu'ils me cachent, pour qu'ils me protègent. Je suis arrivé à bout de force et j'ai dit à la femme, parce que le mari était déjà mort, il n'y avait que la femme, la veuve, je lui ai dit, écoutez, les Allemands sont venus chez nous, je crois qu'ils ont pris ma sœur. Et alors la femme m'a dit, Victor, si les Allemands venaient ici, tu vois cette porte derrière, s'ils venaient, tu t'enfuis par la porte vers les champs. Alors mon assurance que cette place était sûre s'est effondrée complètement. Si pour ma mère c'était une place qui ressemblait, ce qui devait être sûr, et que là on me dit que si les Allemands viennent, je dois partir de l'autre côté. Excuse-moi mon émotion, mais je vis ça et avec des sentiments d'un enfant de 13 ans et demi. Alors j'ai attendu. Avec le temps qui passait, je me suis un peu rassuré. Je me sentais... Et à la tombée du soir, je vois un garçon de ma classe, Eugène Bubniak, qui court en pleurant et il vient vers moi, j'étais assis, il me dit « Victor, ta sœur a été prise par les Allemands, ta mère qui est revenue de Limoges t'attend à la station de chemin de fer » et il m'a accompagné à la station de chemin de fer et de là, j'ai été pris sous la protection d'une organisation de secours aux enfants juifs, OSE, O.S.E. Et j'ai été envoyé immédiatement, j'ai reçu une carte d'identité falsifiée du nom de Victor Filmart, F-I-L-E-M-A-R-T, né à Commercy dans les Ardennes. Il fallait que si quelqu'un me demandait d'où je suis,
dire que j'étais à Commercy dans les Ardennes, et Commercy était très connu pour les madeleines de Commercy. Il fallait que je pense à tout ça parce que j'allais être mise dans une famille non juive qui ne savait même pas que j'étais juif. C'était des vieux bourguignons qui avaient quelques chèvres, qui avaient des vignes et qui avaient besoin d'un jeune garçon pour travailler pour eux. C'est ainsi que je suis resté presque un an chez ces gens. Et après, la même femme de l'Osée, l'œuvre de secours aux enfants, est venue me reprendre. J'ai été, pendant un an, j'ai étudié comme la Bourgogne, la ville la plus proche était Lyon. J'ai été mis dans une maison d'enfants. Donc j'ai été obligé de rester, malgré que je pouvais correspondre avec ma famille, et j'ai entendu que ma sœur avait été sauvée, mais on a été obligé de lui enlever un rein parce que elle avait perdu tellement qu'un rein s'est desséché complètement, ne fonctionnait pas. On a dû l'opérer. 2 ans après, lorsque je suis revenu chez moi à Limoges, on était revenu dans le... Elle pesait encore 32 kilos. Elle qui en pesait près de 80, c'était une fille forte et grande. Voilà, j'ai évité, moi, enfant, je serais allé immédiatement aux chambres à gaz. Je n'aurais pas pu te parler aujourd'hui. Et j'ai poursuivi mes études à Limoges au lycée Gay-Lussac. J'étais très bon dans certaines disciplines, j'étais bon en français et je pensais faire une carrière classique. Et là, au lycée Gay-Lussac, où on enseignait l'allemand également, et je me souviens encore de quelques vers, sah ein Knab, ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Et à ce même, et pour que nous Français, puissions nous exprimer en allemand qui serait compréhensible en allemand, nous avions un lecteur allemand. J'avais 17 ans, lui en avait peut-être 20. Il n'avait pas suivi les troupes allemandes à la retraite et on lui avait proposé de devenir lecteur au lycée Gay-Lussac pour que les élèves puissent entendre un vrai accent allemand. Et j'ai aimé Goethe, j'ai aimé Schiller. Je connaissais par cœur, aujourd'hui j'ai déjà oublié. Et comme je suis musicologue, pour moi, il n'y a pas de plus haut musicien que Johann Sebastian Bach ou Ludwig von Beethoven. Il n'y a pas. Et après avoir terminé mon lycée à Limoges, je suis monté à Paris pour voir ce que je deviendrais. Et à Paris, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille qui était rescapée, mais elle était juive. Son père était un admirateur, il était ingénieur de mines. Il avait étudié en Allemagne. Mon enfance
a été sacrifiée et mon adolescence aussi. D'une certaine manière, je ne pouvais pas, et à partir de 1940, je ne pouvais pas trouver les mêmes joies que pouvait ressentir un autre parce que la peur, la peur, la peur et l'expérience vécue. L'exemple de ma sœur ne pouvait pas me rendre cette assurance que j'avais peut-être en arrivant en France, malgré que je sois en Israël. J'ai gardé beaucoup de mes habitudes françaises. Je parle français avec mon épouse. Nous nous sommes connus à Paris en 1949. J'étais venu pour voir ce que j'avais une vague intention de venir en Israël, mais je devais attendre de devenir majeur pour prendre parce qu'en France, la majorité en ces années-là, était 21 ans. Aujourd'hui, elle est descendue à 18 ans. Mais alors, on était majeur à 21 ans. J'ai attendu ma majorité pour décider de partir. Et on m'a proposé ici, en 1953, à Ramat HaSharon, où j'habite maintenant, de devenir secrétaire pour la culture, la jeunesse et les sports. J'ai accepté, et c'est dans le domaine des sports que j'ai eu les plus grandes réussites, à tel point qu'on avait écrit sur moi un article pour avoir rendu le club d'Hapoel de Ramat HaSharon où j'habite, un club d'un niveau particulier avec une activité exceptionnelle. C'est pour ça, si je n'ai pas pratiqué moi-même de sport spécifique, étant donné les conditions dans lesquelles j'ai été obligé de vivre par une réalité de notre monde, j'ai choisi ici de m'adonner à l'organisation sportive. Et je suis arrivé jusqu'à mon statut de directeur du département international de la plus grande organisation professionnelle en Israël. J'y travaille encore à 91 ans. Je crois être le seul à continuer à travailler, et que tu es un homme de cœur et de tête, et que tu es un Mensch, et c'est le plus important. Je peux te dire autre chose. Irma était au ghetto Vilna. Je ne sais pas d'où tu mettras ça, mais je veux le dire. Je veux le dire en faveur de l'Allemagne et des Allemands. Quand son père partait, il devait faire du travail. Elle restait seule, mais on lui avait fait une cachette. Le parquet était en bois. On avait soulevé plusieurs lattes de bois. On avait vidé de tout et elle restait couchée pendant que le ghetto se vidait. Elle restait cachée, vidée, sous les planches. Un jour, elle entend, cachée où elle était, la porte s'ouvrir. Elle entend les pas d'un militaire et ces pas s'arrêtent juste au-dessus
de sa cachette, parce qu'il a compris qu'il y avait un vide. Le bruit du pas était différent. Il a soulevé la planche et il l'a vu. Il a refermé la planche et il est ressorti. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre, elle entend des pas, elle était sûre qu'on était venu la prendre. Le parquet s'ouvre, le même soldat ou officier, j'imagine que c'était un officier, lui a apporté une pomme et la lui a donnée. Et il a refermé la planche. C'est un mensch. C'était un soldat, j'imagine, peut-être même un SS. Peut-être. On ne saurait jamais. On ne regarde pas. Mais le fait qu'il ait eu cet acte-là, parce que si on l'avait dénoncé, il aurait été au poteau d'exécution. Collaborer avec des juifs, même avec une enfant juive, c'était la mort. Donc il a pris sur lui ce danger. C'est injuste. C'est injuste. Déjà, merci beaucoup à Victor pour ce témoignage. J'aurais en effet une question encore. Tu viens de dire que tu as trouvé du travail en Israël quand tu es arrivé et un peu plus tard que tu as été directeur des relations internationales et que, oui, avec tes 91 ans que tu as aujourd'hui, tu es toujours actif dans ce domaine. Oui. Et tu as déjà expliqué que tu fais la différence entre les nazis et les gens allemands. Ce qui n'est pas, avec tout ce que tu as vécu, que ta famille a vécu, qui n'est pas normal, je pense. Il faut avoir un certain ou un caractère très fort pour faire cette différence. Et en plus de cela, tu t'engages très fortement pour les relations internationales en général, mais aussi depuis longtemps avec l'Allemagne, et tu essayes de mettre en contact les jeunes gens allemands et israéliens pour se connaître, et cela à travers le sport. Oui. Peut-être que tu peux nous raconter encore un petit peu ta motivation, pourquoi tu fais cela, ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des anecdotes ou des histoires que tu as vécues dans les relations Oui. avec l'Allemagne? Je le fais tout à fait consciemment, tout à fait volontairement et dans une intention très, très logique. Je pense que la haine naît souvent de la méconnaissance. Lorsque tu ne connais pas le peuple auquel tu as affaire, et je pense qu'il y a un domaine où tous sont égaux, c'est celui du sport, parce que les lois du sport est le même en Allemagne qu'en Israël, qui peut être comprise par tous, et si tous peuvent s'entendre dans le sport, pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre dans toutes les autres activités de la vie? C'est pour ça que je le faisais vraiment, et je regrette de dire que j'ai été à ce sujet. Je crains qu'il n'y ait une régression, je crains, parce que pas tout le monde n'a cette même conviction pour laquelle j'ai travaillé toutes ces années. Chacun dit les choses peuvent s'arranger sans moi. Non, non, les choses ne s'arrangent pas sans toi.
les choses ne s'arrangent pas sans moi. Sans toi et sans moi, rien ne peut s'arranger. Il faut que chacun de nous en soit convaincu. Et je ne pense pas que tous le soient convaincus. C'est pour ça que je crains il y a un remplaçant. Tout est remplaçable. Mais s'il n'y a pas cette étincelle, ce feu qui brûle en toi, il n'y aura pas le même succès. J'ai peur que la jeunesse allemande, traumatisée par ce qui s'était passé en 1940-44, renie sa nationalité. Et c'est dangereux d'oublier le passé. Il faut, notre devoir, c'est de le rappeler. Je sais, je le rappelais à chaque réunion entre une délégation de la Deutsche Sportjugend et de la direction du conseil, de rappeler ça. Et une femme allemande a dit, vielleicht sprechen wir von etwas anders. Nein, habe ich gesagt, wir müssen über diesen Problem sprechen. Offen. Tu as compris ce que j'ai dit. Je l'ai dit gentiment. J'ai dit c'est le plus grand danger de vouloir écarter comme s'il n'était pas, comme si il faut prendre des responsabilités. Même il y a un... J'ai peur que l'oubli passe sur ça. Et notre devoir, et nous sommes des exceptions, pas tout le monde. Ici, bon, en Israël, il y a un jour de commémoration nationale à l'Holocauste, parce que perdre 6 millions d'innocents, c'était pas des chances données. Ils n'étaient pas armés, ils étaient rien, ils étaient ingénus, ils étaient affamés, ils n'avaient rien, aucune haine, aucune hostilité envers qui que ce soit. Et on les menait comme un bétail à l'abattoir. Oui, j'aurais peut-être, si tu as encore le temps, j'aurais une dernière question encore. Oui, d'accord. Si possible. Oui. Parce que quand on regarde... J'ai toujours le temps. Quand on regarde ton enfance et ton adolescence, ta jeunesse, tu n'avais pas beaucoup de possibilités on va dire, d'intervenir de manière politique ou dans la société. Tu devais plus faire attention à toi, à ta famille, te cacher. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très différent. Aussi bien en Israël qu'en Allemagne, les jeunes gens ont beaucoup plus de possibilités. Oui, donc, écoute, je voudrais savoir si tu as peut-être, avec ton vécu, avec ton histoire, un message aux jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent pas forcément comment ça peut être, qui connaissent que la vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un message à leur faire passer ou tu penses que ce serait important d'y faire attention dans leur vie? Je pense que la vie en paix doit être l'idéal suprême de toutes les nations. Voilà, alors au revoir. Ça me ferait plaisir de te revoir. Je pense qu'en ce moment, c'est difficile de voyager. C'est difficile d'aller dans d'autres pays, mais une fois qu'on aura réussi à combattre ce virus... Oui, on combat. J'imagine qu'on va trouver un vaccin. Un vaccin, oui. On va trouver un vaccin. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup à Victor. Merci aussi. Bien le bonjour à ta femme et à Maya. À Maya, oui. Maya m'a aidé avec le Zoom. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, au revoir, Victor. Au revoir. Au revoir.